Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast dédié au cyclocross. Alors, je sais que lors du dernier podcast, on avait dit qu'on se retrouverait pour le Tour Down Under, mais sans diffusion en direct en France, c'était un peu compliqué de vous en parler. Donc, on va évoquer dans ce podcast les mondiaux de cyclocross qui arrivent ce week-end et ça, pas de souci, c'est bien télévisé, la saison a bien été diffusée, on va avoir de quoi vous en parler. On va justement revenir sur la saison, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait finie, hein. Je préfère le préciser pour les puristes qui vont me reprendre. Avec justement les puristes, c'est les deux spécialistes qui m'accompagnent. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut Johan, salut à tous. Et bien voilà, donc on va revenir sur la saison et avoir les pronostics, se pencher sur ces mondiaux qui se dérouleront donc ce week-end à Hoogerheide aux Pays-Bas sur un circuit tracé par Adrie van der Poel, le père de Mathieu. Et bien voilà, avec tout ça, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, on va se concentrer sur revenir sur la saison qui s'est écoulée. On est peut-être à 80-90% de la saison, à peu près, de cyclocross. Il reste encore des cyclocross jusqu'à la fin du mois de février, mais déjà, dans l'ensemble, Johan, Geoffrey, comment est-ce que vous avez trouvé cette saison? Globalement, on va d'abord parler des courses masculines, on viendra ensuite sur les courses féminines. Comment est-ce que vous avez trouvé cette saison 2022-2023? Moi, je trouvais qu'il y avait un peu un changement de dynamique. Côté féminin, tu sens vraiment qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle génération, que ça se renouvelle, tout ça, alors que côté masculin, c'est plus les coureurs à leur prime. Van Toerenhout qui est au meilleur niveau de sa carrière, Jean Souy qui est au meilleur niveau de sa carrière, ou Dorner qui est au meilleur niveau de sa carrière. Et du coup, je trouve qu'il y avait ces deux dynamiques-là un peu différentes, qui rendaient la saison assez intéressante, quoi, parce qu'il y avait, mine de rien, il y a eu pas mal de coureurs intéressants à suivre chez les hommes cette saison, et ça arrivait quand même un petit peu avec les deux monstres quand ils sont arrivés. Et puis chez les filles, du coup, ça bouleverse un peu toute la hiérarchie, et c'est tout un nouveau monde qui s'installe, donc c'était assez passionnant à suivre. Geoffrey, tu rejoins Johan sur le fait que chez les hommes, on avait un petit peu pas mal de principaux coureurs qui étaient à leur prime, à leur meilleur niveau qu'ils n'ont jamais eu. Pas nécessairement à leur prime, parce que, on va dire, un Mathieu Van Der Poel à son prime en cyclocross, on a vu sur quelques années où en fait, il participe à 29 courses et il en gagne 32, donc c'est difficile de lutter avec ça. Mais il a su être présent, être très fort, puisque avec un pourtour après l'année dernière, on a eu des duels absolument énormes, on a eu des gros matchs, on a eu comme Michael Van Torenhout, comme Nora Guzvec aussi derrière, qui faisait des super performances. On a eu des crosses vraiment épiques. Au moment de la deuxième moitié des années 2010, avec le duel Van Aert-Van Der Poel qui prenait forme, il y avait souvent des courses qui étaient un peu des non-courses, avec les deux monstres qui, un tour et demi, ils étaient partis devant, on avait vu que c'était fini. Il ne se passait rien pendant 30-35 minutes, et après, il y avait un gros dernier tour. Là, on a eu des courses monumentales où ça n'a pas débranché du début à la fin. La semaine qu'on a eue entre Noël et le Nouvel An, c'était de la folie. Il y avait de quoi se régaler là, ouais. C'était les petits cadeaux de nos crossmen qui nous ont bien régalé, quoi. Ah, c'est ça, et tu demandes l'avis juste sur la partie masculine, mais sur la partie féminine, on n'a pas été enraciné. On y reviendra en deuxième partie. Tout à fait. Et justement, alors on en parlait un petit peu en préparation de ce podcast, si tu devais garder un cyclocross de cette saison, lequel ça pourrait être? J'hésite. Alors, pour le spectacle, pas nécessairement, pour le suspense, pas nécessairement, mais j'ai envie de dire Namur, peut-être. Donc le championnat d'Europe Le championnat d'Europe, ouais. Après, j'étais sur place, donc j'ai pas eu non plus le même regard que sur d'autres courses. Sinon, Défiant.
Diegem, donc c'était la victoire de Wout van Aert, c'était le cyclocross en nocturne, hein, Van Aert C'est le cyclocross en nocturne. devant Pidcock et Van Der Poel. Ouais, il s'était foutu de sacrés peignets avec Van Der Poel qui part devant, puis Pidcock, puis Van Aert qui revient et qui Après 20 minutes de course, t'as l'impression qu'ils étaient dans le dernier tour, tellement ils se bourraient les uns les autres. Et puis ils ont continué toute la course. Voilà, c'est ça le cyclocross. C'est ouais, comme tu dis, il y avait le choix entre les belles courses. Puis il y avait l'ambiance de folie après des années un peu mortes à cause du Covid qui était présent. Et Diegem encore plus avec le côté un peu urbain. Il y avait des zones qui étaient vraiment noires de monde. La ligne derrière le stade, où c'est une zone où il pourrait y avoir des GT, franchement c'est moche, la ligne droite, ils sont juste en train de longer le stade les petits stades de foot juste au niveau du bac à sable. Et quand tu vois qu'il y a 4 rangées de personnes qui sont là parce qu'il n'y a plus de place nulle part ailleurs, et que sur le plan large, tu vois là, le nombre de rangées de bières qu'il y a un petit peu partout, et que ça va de chanter à fond pour les tout premiers jusqu'à encourager comme pas possible un costaricien qui est en 62e place. Oui. Le cyclocross belge était vraiment de retour cette année. Oui, c'était assez incroyable en effet. Johan, toi, un cross à retenir de la saison, côté masculin en tout cas pour l'instant, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, c'est Gavert qui m'a le plus marqué, qui n'est pas forcément la course où il y a du suspense jusqu'au bout, et où il y a eu d'autres courses où c'était plus serré cette saison, mais où, je sais pas, les dynamiques des différents coureurs qui se passent, qui essayent des choses, la boue, la technique, le circuit, qui est quand même un des plus beaux circuits du circuit, qui, moi, m'a vraiment, vraiment plu cette année. Il y a que Van Torenhout, à quel moment, pendant un moment, j'ai cru qu'il allait tenir les 3 autres malades devant, mais sinon, ouais, celui-là, je pense. Et justement, par rapport, alors, bon, déjà, on parle beaucoup de Van Aert, Van Der Poel. Certains ajoutent Thomas Pidcock à ce trio, même si le Britannique a jamais réussi à gagner face aux deux ensemble. Il a déjà gagné une fois, je crois que c'était à Namur, peut-être, il y a quelques saisons de cela. Mais est-ce que cette année, on a peut-être vu une différence moins marquée entre Van Der Poel, Van Aert et le reste de la meute? Si on veut, enfin, il y a toujours un moment où ils ont été incapables de suivre et ils se sont fait mettre la misère. On peut pas dire qu'ils aient qu'à un moment rivalisé avec les deux autres. Oui, c'est plus, C'est enfin, compliqué de dire. c'est surtout dans le sens où, comme tu as dit, l'exemple de Van Torenhout, mais on les a vus tenir Ah, un peu plus à la mi-course. On n'avait pas forcément à tous les oui, coups Van Aert, Van Der Poel qui était parti seul devant. bah, c'était pas comme chez Femme où Van Empel et Todd Peter se barraient au bout de 300 mètres, quoi. Oui, donc, oui, effectivement, enfin, on se demandait toujours à quel moment ils allaient péter, s'ils allaient péter, tout ça, mais c'est clair, ils n'ont pas réussi à prendre l'ascendant. Après, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi que actuellement, ça se cache un peu parce que les deux autres sont là, mais Laurent Swick ou Van Torenhout sont à des niveaux monstrueux. Parce que l'écart aussi entre ces coureurs-là et les coureurs derrière est enfin, encore plus grand, je pense, qu'entre eux et Van Der Poel et Van Aert actuellement. Donc, Oui, il y a un sacré écart, hein. C'est pas parce que Van Der Poel et Van Aert sont deux monstres que les autres sont des pieds nickelés. Ils sont à un niveau incroyable aussi, hein. Et d'autant plus quand ils font la meilleure saison de leur carrière pour l'instant, comme Lorenz Sweck, comme Michael Van Torenhout. Même Lars Vanderer a fait une très belle saison dans la lignée de la saison précédente, donc ça se rejoint, ça se complète en effet. Ouais. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça, l'opposition un peu par rapport à Van Aert, Van Der Poel? C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure déjà en disant. Il y a eu beaucoup de courses avant où les deux étaient devant tout de suite et c'était fini. Là, les autres nous ont fait douter. On avançait dans la saison et puis on avait compris qu'ils feraient douter pendant un petit temps et après ce serait fini. Mais voilà, quoi, sait-on jamais, on peut voir les deux titiller un peu, on peut avoir certains pouvoir essayer de venir être surmotivés par l'objectif qu'il y aura là d'une médaille. Parce que, a priori, on a deux immenses favoris pour la course élite, mais Pidcock ne sera pas là. Et donc, les 3 fonds de plastique comme ils sont parfois vendus, ne sera pas là. Il y a une médaille qui a récupéré et ce ne serait pas improbable de voir quelqu'un venir s'intercaler entre eux. Est-ce que ça a déjà été fait? Oui, c'est arrivé. Alors cette saison sur l'opposition. Alors oui, alors j'allais vous dire c'est arrivé entre Van Aert et Van Der Poel cette saison, c'est seulement Tom Pidcock qui s'était inséré entre les deux à Diegem.
Sinon, Van Der Poel, Van Aert n'ont pas vu un autre coureur s'intercaler entre eux, donc quand ils étaient opposés, ils faisaient 1 et 2 ou 2 et 1. Mais oui, avec cet objectif d'avoir la médaille, bronze ou peut-être argent, il y a quelque chose à aller chercher encore plus. Et quand ils s'intercalaient, j'ai en tête aussi les derniers championnats du monde qu'il y avait eu à Ride. Le circuit a changé légèrement depuis, mais ils avaient fait 1 et 3. Et Michael Van Toornhout qui s'était intercalé entre les deux dans la catégorie espoir. Et vu la saison qu'il fait, selon les conditions météo. Donc c'est la preuve que c'est possible. C'est la preuve que c'est possible. Et on a eu un beau rappel de quelque chose qu'on dit tout le temps en cyclocross, que c'est jamais fini, qu'il peut tout se passer, qu'un pépin peut arriver. On a eu ça sur la Coupe du Monde à Ulst. On avait un Tom Pidcock qui était excellente forme et qui subitement, voilà quoi, le matériel foutu sur un incident à un moment et d'un seul coup c'est fini. Oui, voilà, il peut se passer beaucoup de choses et ça dépend aussi du matériel, de comment on prend la piste. Ça, et ce genre de petits pépins, c'est arrivé aux deux, on va dire à chaque fois à un moment. La crevaison de Wout van Aert dans le final à Rentals, Mathieu Van Der Poel, c'est le sprint à Zolder au moment d'arriver sur la ligne droite finale. Donc voilà, quoi, un petit pépin comme ça peut toujours très vite arriver. Et donc, sur les courses où on a vu, enfin en tout cas sur la période de la saison de cyclocross où on a vu Van Der Poel et Van Aert qui venaient dans les labourés, dans les sous-bois, soit l'un face à l'autre, soit face aux autres crossmen. Qui sort vainqueur de cette saison? Est-ce qu'il y en a un qui a un peu pris l'avantage sur l'autre, selon vous? Il y en a un, sa pire place, c'est deuxième, donc forcément on a envie de dire lui quand même. Wout van Aert en l'occurrence, qui finit avec 9 victoires, sachant que c'est plus que n'importe quel autre crossman sur cette saison. Et que c'est quoi, 4 défaites qu'il a? Tout à fait, deuxième à Anvers, deuxième à Gavereux, deuxième à Rentals sur crevaison et deuxième à Benidorm. Ça c'est vraiment joué à rien. Benidorm, t'as même une route un peu plus large à l'arrivée, peut-être qu'il prend plus de risques pour essayer de passer. Oui, si les barrières étaient placées de manière droite aussi. Les joies du cyclisme espagnol, même au cyclocross, on a ça, avec une ligne droite finale complètement pétée, qui ne sont pas cohérents avec un sprint qui attend. Au moins on garde la tradition espagnole. Ça, on est prêt pour le Tour du Pays Basque et le Tour de Catalogne. Mais du coup, dans l'ensemble, donc pour toi, Geoffrey, c'est surtout Wout van Aert qui t'a marqué. Alors c'est vrai que justement, j'avais une statistique, mais c'est sur une saison où Wout van Aert a battu plus de fois Mathieu Van Der Poel que l'inverse, sur une vraie saison complète, hein, la saison dernière ça compte pas, puisque Van Der Poel a fait un cross et demi. Il faut remonter à 2015-2016 pour retrouver une saison de cyclocross où Van Aert a pris l'avantage sur l'ensemble des courses par rapport à Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, on restait sur plusieurs saisons d'affrontements où Van Der Poel avait le dessus à peu près à chaque fois. Là, cette saison, ça n'a pas été le cas. On a donc 6 victoires pour Wout van Aert et 4 pour Mathieu Van Der Poel. En tout cas, pour ce bilan sur donc les 10 cyclocross où ils ont été face à face cette saison. Johan, tu abondes dans le sens de Geoffrey. Wout van Aert a pris l'ascendant? Oui, parce que même au-delà des statistiques de victoire, généralement, quand ça s'est retrouvé sur le plan physique, on a vu Wout van Aert supérieur à Mathieu Van Der Poel, et quand Van Der Poel a gagné, c'est beaucoup souvent sur l'accélération, sur le sprint, sur un finish. Donc il y a quand même une nette inclinaison d'un côté, et notamment si jamais le parcours dimanche se trouve à être boueux, a priori pour l'instant la configuration comme ça cette saison, c'est toujours Wout van Aert qui a pris l'avantage, quoi. Et justement, tu fais la transition. On va parler de ces mondiaux qui arrivent ce week-end, à la course Elite Homme qui aura lieu dimanche. Déjà, un petit point, alors tu as un peu évoqué le parcours, ce parcours de Ride, comme ça qu'on prononce, Geoffrey? Voilà, je vais peut-être le dire à la française, ça sera plus simple à prononcer. Et donc, Ride, il est comment, ce parcours, ce tracé? Est-ce qu'il a connu quelques modifications, notamment, cette saison?
les quelques déjà, il a connu quelques modifications au fur et à mesure des dernières années. La partie avec l'escalier qui s'est rajoutée sur la fin. Et là, c'est toute la partie sous-bois, on va dire, qui change un peu. Certains points vont pas être passés au même moment. Les allers-retours un peu de prairie vont être légèrement modifiés. Donc, ça va changer un petit peu les repères à voir pour certains coureurs. C'est pas mal de renouveler un peu. La tendance qu'il y avait sur les derniers, je trouvais pas. Enfin, j'étais pas spécialement fan des derniers changements qu'il y avait eu. Je préférais le circuit tel qu'il était dans la période début des années 2010. J'avais des souvenirs de plus belles courses sur ces circuits-là. Donc toi, tu dis c'était mieux avant Uga Ride. Le circuit de Ride, j'ai en tête de grandes courses qui m'avaient vraiment plu au début de la précédente décennie. Je suis vieux. Mais avec non. une édition sur un sol très verglacé en Coupe du Monde, des championnats du monde qui avaient été gagnés par Sibard. J'ai bien aimé ces championnats du monde au-delà du résultat. J'ai moins apprécié les derniers tracés avec les quelques modifications qui ont été faites. Maintenant, c'est les coureurs qui font la course. Ça va aussi dépendre des conditions météo parce qu'on a des risques de pluie assez lourdes dans la nuit du samedi au dimanche, ce qui fait que le terrain qui aura le samedi ne sera pas vraiment identique à celui qui aura le dimanche. Donc, même s'il y a quelques repères qui pourront commencer à être pris, ça pourra bien changer sur l'espace de 2 jours. Donc ça veut dire qu'il y a moyen que ça soit plus boueux le dimanche? C'est possible. Après, ça reste des prévisions météo sur 2 jours. Les risques de température, à quel point ça a été gelé ces derniers temps, à quel point le sol va être gras. Aurora 2, c'est pas une terre qui a une tendance naturelle à être très grasse non plus. Même s'il pleut un peu, ça peut rester relativement roulant. Tu as parlé aussi des changements de tracé, c'est pas la peine aussi d'imaginer du favoritisme de la part des parce que pour rappel, c'est lui qui avait tracé le circuit Black Cross et de ses variantes autour de Valkenburg, notamment quand il y avait les championnats du monde là-bas. Et Mathieu Van Der Poel s'était explosé ce jour-là par Wout van Aert. Donc le fait que Adrie Van Der Poel trace le parcours de ce championnat du monde à Urride, ça va pas forcément changer. C'est pas forcément un signe que il a tracé, ça va influencer son fils. Non, je pense pas du tout. Le terrain peut vraiment permettre aux deux de s'exprimer sans problème. D'ailleurs, j'évoquais les derniers mondiaux qu'il y avait eu là-bas. C'est Van Aert qui s'était imposé. Comme à Valkenburg d'ailleurs, avec Van Der Poel 3e et Michael Vantorenhout qui s'était intercalé à la 2e place. Bon bah. Peut-être un signe, on verra pour dimanche. Johan, toi, comment tu le trouves, comment tu le sens, ce parcours, ce tracé, et est-ce qu'il peut favoriser un coureur en particulier? Après, ça va dépendre de la météo. Si c'est tout sec, tout roulant, ça va pas donner la même course forcément que si jamais il pleut, que ça commence à virer, que ça va donner plus de cartes à Wout van Aert, alors qu'un parcours sec, Mathieu Van Der Poel, il adore ça aussi. Donc, ça va pas changer de la incroyable, je pense. J'ai du mal à voir quel coureur va probablement tirer parti, en tout cas chez les hommes, d'une météo ou d'une autre, mais en tout cas, ça peut donner des courses un peu différentes ou des courses un peu plus sélectives. Donc, Justement, par rapport aux précédentes manches précédents cyclocross qui se sont déroulés à Uga-Ride, l'année dernière, c'était Elise Herbit qui s'était imposé lors d'une course où il y avait ni Van Der Poel ni Van Aert, mais si on regarde par le passé, eh bien on avait tout simplement Mathieu Van Der Poel qui est invaincu, si je me trompe pas, à Uga-Ride, avec 5 victoires 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020, alors que Wout van Aert, lui, pour le coup, n'a pas gagné, en tout cas chez les élites, puisque Geoffrey, tu nous disais qu'il avait été champion du monde là-bas, 2014 chez les Espoirs, c'est ça? Oui, chez les Espoirs. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, donc chez les élites, Mathieu Van Der Poel a gagné 5 fois, Wout van Aert 0. J'aime bien les statistiques, donc je vais faire une petite comparaison. Dimanche, Mathieu Van Der Poel, il est chez lui. En début janvier,
on avait eu Wout van Aert qui était chez lui à Herentals, il était invaincu 2 fois seulement, certes, mais il était invaincu, et c'était Mathieu Van Der Poel qui était venu gagner sur ces terres. Est-ce que là, on va avoir un Wout van Aert qui va venir gagner sur les terres de Mathieu Van Der Poel, donc? Oui, pourquoi pas. De toute façon, après, a priori, c'est plus lui le favori actuellement, mais de toute façon, c'est un peu 50-50. Hein. Tu évoquais les derniers résultats au Ride, mais on va revenir sur la météo parce que il y a des années où on peut se retrouver à avoir 3 ou 4 mecs qui vont sur la victoire quasiment au sprint, on peut se retrouver à avoir des années où il y a un mec qui gagne avec une victoire sur le deuxième. Oui, la météo et l'état du tracé du parcours joue après une influence sur comment la course peut se dérouler, c'est sûr. C'est un élément donc qu'on n'a pas à l'heure actuelle où on enregistre, hein, on n'est pas devin, mais ça va jouer donc, on va dire, si il pleut, que ça rend le terrain un petit peu gras, ça favoriserait Van Aert, et si le terrain ne graisse pas, qu'il n'est pas particulièrement gras, ça sera petit plus pour Mathieu Van Der Poel peut-être, si on devait faire le bilan des aléas météo. Surtout pour quelques points un peu plus techniques qui peuvent avantager Mathieu Van Der Poel sur le tracé. Il n'y en a pas énormément, mais ceux qui le sont assez nettement. Très bien. Et il y a même un affrontement entre eux en 2012 qui était le junior, et c'était Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé. Wout van Aert n'était que 5e, et notamment battu par Anthony Turgis et Quentin Joregui, qui est monté sur le podium ce jour-là. Oh, joli podium en tout cas, donc. Après, si on reprend le mondial espoir, moi de souvenir, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'était raté aussi. C'était pas. Enfin, il n'est pas juste foiré sa course, enfin, il n'a pas juste été battu, je crois qu'il est passé un peu à travers, mais en soi, effectivement, il est quasi invaincu sur le circuit. Alors justement, Johan, tu as vendu un petit peu la mèche, de ce que j'en ai compris, ton favori, toi, pour dimanche, ça sera plutôt Wout van Aert plutôt que Mathieu Van Der Poel, donc? Moi, plutôt, enfin, il y a tout qui semble aller mieux en termes de dynamique, de forme, donc oui, plutôt après. Ça va être serré, quoi, entre les deux. Geoffrey, toi, pour ta part, est-ce que tu rejoins Johan à voter et soutenir Wout van Aert, ou est-ce que tu es plutôt à défendre, voir Mathieu Van Der Poel s'imposer ce dimanche? C'est que je suis difficilement objectif quand ça concerne Mathieu Van Der Poel et j'ai envie de le voir gagner. Après, dans l'absolu, j'ai envie de voir avant tout un grand cyclocross que nous ont fait cette année, et j'ai envie de voir les autres, notamment Michael Van Torenhout, venir essayer de les titiller. Donc pour toi, tant qu'il y a une belle course, tu seras content, quoi. Je serais très content s'il y a une belle course et une victoire de Mathieu Van Der Poel. C'est le petit bonus. Justement, pourquoi Mathieu Van Der Poel en particulier, c'est lui que tu vois vainqueur? Autant Van Aert est très fort sur toute l'année, on l'a vu très fort sans qu'il y ait de problème. Mathieu Van Der Poel a été mis en difficulté sur certaines épreuves, ce qui n'était pas arrivé, mine de rien, depuis relativement longtemps. Parce que il a eu ses blessures l'année dernière, mais sinon, en cyclocross, il écrasait presque tout le temps, sauf une ou deux courses qu'il foirait à droite à gauche. Là, il a pu avoir, il a su revenir en étant costaud, il a su se gérer légèrement différemment. Il a vu attaquer dans tous les sens juste pour attaquer dans tous les sens et se doser un petit peu. C'est ce qu'on a pu voir sur les dernières Coupes du Monde notamment. N'hésitez pas à rester dans le rang un petit peu, à se marquer pour gérer ses efforts. Oui, c'était une tactique nouvelle pour lui, parce qu'on avait l'habitude, comme tu dis, de le voir beaucoup attaquer, bourriner, et là, peut-être un peu prendre conscience que s'il fait ça, il va le payer, donc il a moins de force, moins de... C'est ça, quoi. Au lieu de bourriner après 5 minutes de course, il bourrine à la demi-heure. Mais voilà, du coup, il est obligé de gérer un peu plus, c'est un peu ça. C'est ça, et je pense que, ce qui a été évoqué, le terrain reste quand même un peu plus à son avantage a priori. À voir selon les conditions météo, encore une fois, mais je pense qu'il est plus à même de réussir sur cette course. Et de toute façon, c'est surtout que j'ai envie qu'il réussisse un peu plus sur cette course. Johan, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à Wout van Aert pour dimanche? Après, je pense que comment dire,
Dans sa tête, c'était vraiment le mondial surtout, donc je pense qu'il a vraiment préparé surtout ça. La victoire en Espagne, ça a dû quand même lui faire du bien moralement, mais je pense qu'il est là pour gagner, il a envie de gagner, il s'est bien préparé. Après, Mathieu Van Der Poel a un peu plus une tendance à se rater que Wout van Aert, mais a priori, il sera au rendez-vous, donc ça devrait jouer entre les deux. Donc le jeu de la constance et du niveau tout au long de la saison, de la force, c'est Wout van Aert, et le jeu de bien cibler ses objectifs, être là, répondre présent le jour J, même si il peut y avoir des ratés, ça serait Mathieu Van Der Poel. Pour résumer un petit peu vos pronostics. Oui, en gros. Et aussi, on va pas les oublier, les autres crossmen qui seront au départ de il y a d'autres coureurs. Oui, il n'y a pas que Van Der Poel et Van Aert. Bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été battus, hein, ça remontait à novembre 2018, que lorsque les deux étaient au départ d'une course, qu'ils ont été battus. Donc faut dire, ça fait plus de 40 cyclocross depuis, donc la série est assez longue, mais s'il y a donc à jouer une médaille, argent, bronze, peut-être, qui peut sortir du lot derrière parmi les Michael Vantorenhout, Lorenz Weck, le vainqueur de la Coupe du Monde, Elie Zerbit, Lars van der Haar, et j'en oublie encore, qui peut sortir du lot pour aller chercher une médaille? Alors, je vais faire un truc, c'est pas bien. Clément Venturini jouait le podium la dernière fois qu'il est venu faire une Coupe du Monde à Hoggeride. Qui était son meilleur résultat, il me semblait, il avait fait quatrième. Il s'était fait un peu avoir, enfin il aurait pu, c'est lui qui faisait un peu la course, mais il me semble qu'il y en avait un devant et qu'il derrière celui qui faisait la course. Mais du coup, il était en forme à Besançon, donc pourquoi pas, sur un malentendu, aller gratter le podium. Geoffrey? J'ai pas du tout pour le podium, pour une place d'honneur dans le top 10 sûrement. Et quitte à voir quelqu'un face à eux, je pense à Michael Vantorenhout. Donc Michael Vantorenhout, qui est notamment champion d'Europe. Ça l'a un petit peu débloqué justement Michael Vantorenhout d'aller chercher ce titre de champion d'Europe au début du mois de novembre. Ce qui a pu débloquer, c'est aussi au sein de son équipe. Oui, avec la Powell, avec l'association, avec Elie Zerbit, c'est vrai qu'on avait vu sur plusieurs manches de la Coupe du Monde, on avait un peu les Powells face à Lorenz Weck, et Lorenz Weck qui était un peu pris au piège, mais... Chez les autres, Lorenz Weck, c'est pas spécialement un terrain pour lui. Zerbit non plus, ça ne me semble pas un terrain pour lui, et quitte à avoir quelqu'un pour lutter avec les autres, tant pour sa saison que pour ce qu'il a déjà fait face sur ce circuit, je pense à Michael Vantorenhout. Il y a aussi un coureur de championnat et qui l'a prouvé cette saison avec le titre national, le titre de champion d'Europe. Tout à fait. Une saison assez pleine pour Michael Vantorenhout. Donc voilà, donc on a Michael Vantorenhout pour Geoffrey et Clément Venturini, le pari de Johan. Donc justement, j'avais une question, les ambitions pour les Français. Donc pour toi, Johan, Venturini peut viser le podium. Geoffrey, pour toi, Venturini, ça faut qu'il essaye en tout cas. oui, il est pas là juste pour venir se tourner les pouces, bien sûr, mais... Geoffrey, tu imagines Clément Venturini ou peut-être un autre Français chez les élites, ça peut être quoi l'objectif, le meilleur résultat possible? Venturini doit faire au moins top 10, peut-être espérer jouer le top 5, mais je le vois pas sur le podium. Et David Menu, Joshua Dubé, compliqué d'imaginer vraiment une place parce qu'il n'y a pas 74 Belges au départ derrière pour grossir les rangs, donc il y a les néerlandaises côté féminin, donc forcément ça va permettre d'être un peu plus que ce qui est leur place habituelle en Coupe du Monde. Mais dans la catégorie élite côté masculin, à part Clément Venturini, je ne vois pas qui pourrait vraiment être vu sur. Et si on regarde de manière plus globale chez les hommes, la meilleure chance pour une médaille, voire peut-être un titre, on ne sait pas, ça serait à regarder plutôt côté junior avec Léo Bizio qui est le vainqueur de la Coupe du Monde. Ce serait ça. Oui, même le favori en soi de la course. C'est ça, c'est junior. Le favori, mais on n'est jamais à la birie chez les juniors de voir un mec comme ça arriver et sortir de nulle part et qu'on n'attendait pas de se retrouver à gagner.
On a eu des titres un peu surprises par des coureurs, tantôt britanniques, tantôt danois, venir faire des surprises comme ça chez les Major Junior. Les juniors, c'est toujours un peu plus compliqué à pronostiquer. Bon, en tout cas, Léo Bizieux qui avait gagné 2 manches de Coupe du Monde cette saison et qui finit sur une manche à Besançon compliquée, qu'il a fini dernier, il me semble, après avoir vu des incidents dès le premier tour, des problèmes mécaniques. Et donc voilà, joli bilan pour Léo Bizieux qui est aussi champion d'Europe junior, qui arrive avec donc une pancarte de favori plutôt. Bah oui, de toute façon, ils vont pas les. S'ils l'attaquent, ils vont tous être dans la roue. Hein, donc, surtout qu'en face de lui, c'est beaucoup des Belges. Donc, Bon, on a donc parlé de la saison et des pronostics pour ces mondiaux côté masculin. On va évoquer, bien sûr, hein, ce qui s'est passé et ce qu'il va se passer ce week-end côté féminin. Avec, pour le coup, vous en avez parlé un petit peu, on a quand même 3 coureuses, 3 femmes qui sont sorties du lot à seulement 20 ans. C'est Fem Van Empel qui a remporté la Coupe du Monde, Puck Pieterse et Sherin Van Landroy qui font donc podium dans cet ordre de la Coupe du Monde. Des performances assez impressionnantes. Bon, c'est pas la peine de dire qu'elles ont dominé la saison, vous l'avez déjà dit, et au vu de leurs résultats, il n'y a pas photo, puisque lorsqu'elles étaient au départ alignées toutes les 3, elles ont dû faire à peu près 1, 2 et 3 chacune, à chaque fois, quasiment. En dehors de Tabor, il me semble. Mais donc, est-ce que déjà, avant cette saison, est-ce que on pouvait s'attendre à voir ces 3 coureuses, Van Empel, Pieterse et Van Landroy, dominer les débats, se montrer autant au-dessus de leurs adversaires? C'est compliqué d'imaginer à l'avance ce qui va se passer côté féminin, parce qu'on a une hiérarchie qui bouge beaucoup d'une saison à l'autre. On avait eu, Lucinda Brandt qui était bien au-dessus avec des Sema celui de l'hiver, mais l'année d'avant, c'est Céline Alvarado qui écrasait tout. À l'année d'encore avant, c'était Alvarado face à Vorst avec un gros duel, avec Vorst qui était énorme avant de rentrer complètement dans le rang de pluie, en ayant toujours de bons résultats, certes, mais ça varie tellement d'une année sur l'autre côté féminin qu'on ne sait jamais quel va être le gros duel ou qui va être la femme qui va dominer la saison. Donc ça a quand même été la révélation parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir 2 coureuses qui techniquement sont encore dans la catégorie espoir l'année prochaine si elles n'avaient pas demandé à être surclassées. Oui, puis sachant que en l'occurrence on en a encore une, Sherin Van Landroy, qui participera ce week-end à la course espoir, et Puck Pieterse qui avait été championne d'Europe espoir aussi, et que Fem Van Empel qui était déjà passée à la course élite sur les championnats d'Europe. C'est ça, c'en est 3 qui sont espoirs. Elles vont peut-être lancer une domination sur plusieurs saisons, comme Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert ont fait il y a quelques années, parce qu'eux aussi avaient été surclassés des espoirs aux élites très rapidement. Et elles aussi sont parties pour se lancer sur la route. On a Fem Van Empel qui a rejoint l'équipe Jumbo-Visma. Sherin Van Landroy était déjà assez présente sur la route la saison dernière. Donc on peut avoir cette... Puck Pieterse, pas trop, hein, du coup. C'est plus le VTT pour l'instant. Oui, en effet. Mais bon, on va dire que Puck Pieterse, on va l'associer à Tom Pidcock pour avoir un triplé. Comme ça, c'est bon. Mais du coup, bon, alors, tu l'as dit, Geoffrey, la hiérarchie change d'année en année, donc on verra peut-être que l'an prochain, ça sera encore complètement différent, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'elles se soient retrouvées devant quasiment sur toutes leurs courses? Elles étaient juste derrière les meilleures l'année dernière, globalement. Et les meilleures l'année dernière, c'était Lucinda Brandt et Denise Betsema qui prennent peut-être un peu d'âge. Une Lucinda Brandt qui a d'autres objectifs avec la route, peut-être moins de fort. Sa blessure surtout. La blessure qu'il y a eu en début de saison, effectivement. Oui, c'était sur la reconnaissance du cross de Tabor, il me semble, pour Lucinda Brandt. Ouais, je crois, il me semble. Donc oui, ça l'a handicapé pendant un petit moment. Elle a pu revenir après au courant du mois de novembre. Mais oui, forcément après ça joue. Mais du coup, oui, est-ce que c'est juste le fait que les coureuses de tête de la saison dernière, qui étaient juste devant Van Empel, Pieterse et Van Landroy, sont moins fortes cette année, ou aussi que Van Empel, Pieterse et Van Landroy ont encore franchi des paliers? Il y a Magnus qui est pas au niveau de l'an dernier, il y a Marie Vorst qui est
qui a loupé une grosse partie de la saison. Mais il y a aussi qu'elles ont pris un niveau assez impressionnant quand même. Il y a, même en comptant le fait qu'il manque certaines coureuses, elles ont quand même pris un gap par rapport au reste du peloton qui est quand même assez conséquent. Et puis, il y a aussi le fait qu'elles elles ont fait moins de courses que l'année dernière, ce qui a pu amener plus de fraîcheur sur les courses où elles étaient présentes, parce que je pense pas qu'elles se soient affrontées une seule fois en dehors du circuit du monde, à part au championnat des Pays-Bas. Eh bien, je te le confirme, elles se sont affrontées que en Coupe du Monde. Mais oui, elles ont un calendrier assez enfin, plus réduit que Betsema qui est sur toutes les courses, Alvarado qui est à peu près sur toutes les courses, et qui du coup vise un peu tous les challenges à la fois, qui du coup n'ont pas forcément toujours le même punch. Mais Donc c'est un avantage en courant moins souvent, en visant principalement la Coupe du Monde, de pouvoir être en meilleure forme, être plus fraîche pour les cyclocross desquels elles sont au départ, logiquement. bah, ça doit aider aussi dans une configuration où la course est assez serrée. On se rappelle, c'était à Ulst ou Anvers, je sais plus, où il y avait Alvarado qui était pas très loin des trois autres et qui craque un petit peu à la fin, quoi. Donc, oui, c'est sûr que quand il faut le supplément de jus pour aller chercher la victoire ou faire l'effort au bon moment, bah oui, ça aide quand même. Alors, on va surtout comparer Van Empel et Pieterse, parce que Van Nistelrooy était... bon, sur la fin de la saison, elle est revenue un petit peu hein, à remporter plusieurs manches, mais déjà ne serait-ce que par le fait qu'elle sort au départ de la course Espoir ce week-end. Entre Van Empel et Pieterse, c'est quoi la différence entre les deux comment est-ce qu'on a pu les étalonner un petit peu? Sur la saison, il y a quand même une certaine domination de Fab Van Empel sur Paul Peters. Il y a eu des courses où Paul Peters a vraiment mis la misère à tout le monde, et des courses où ça a été assez serré entre les deux, mais même sur les finishes en général, on voyait que Fab Van Empel avait un petit supplément par rapport à Paul Peters la plupart du temps. Donc il y a une certaine hiérarchie entre les deux, mais pas non plus assez pour que ça soit absolument valeur sûre une victoire de Van Empel à tous les coups, quoi. Et surtout que les courses où elles se sont affrontées, certaines, quand c'était un peu plus tendu, ça passait parfois à l'avantage de Van Empel, mais celles que Paul Peters a gagnées, elle les a gagnées avec une large avance sur Van Empel. Alors en l'occurrence, pour vous dire, Puck Peters a battu Fem Van Empel sur la Coupe du Monde d'Over Ice et sur la Coupe du Monde de Hulst. Avec à chaque fois une minute d'avance, ou presque. Ce qui est pas rien quand même. Hein. Bon, elle l'a battu aussi à Val di Sole, mais ça compte pas Van Empel. Oui. Elle l'a battu au championnat des Pays-Bas. Tout à fait. Avec même Alvarado qui était intercalé entre les deux. Alors pour le coup, les conditions météo n'avaient rien à voir avec ce qu'il y aura au réveil de... Et justement, si on devrait comparer le circuit de ce week-end ou Ride avec un autre cyclocross de la saison, ça pourrait être quoi par rapport à ce qu'on a pu voir? Compliqué parce que le tracé a un peu changé. Donc, sans l'avoir vu, c'est pas évident. Ça, comme on l'évoquait pour les hommes, ça va aussi dépendre un peu de la météo. Bon, de ce que tu nous disais, il y aurait la pluie entre le samedi et le dimanche, donc la pluie concernerait pas la course élite femme, en tout cas. Ça, Ouais, c'est compliqué les comparaisons après. Autre circuit, ouais, quitte à en chercher un, j'aurais en tête quelques-uns éventuels du super prestige qui ont tendance à être globalement roulants avec quelques points techniques qui permettent de faire la différence. Du bon, peut-être un peu Dublin, même s'il y aura un peu moins de portions de prairie, entre guillemets, cette année. C'est compliqué à essayer de trouver quelque chose. Mais Bon, on a de quoi avoir un vrai beau match parce qu'il y a des portions, alors avec deux qui avantagent plus Van Empel et des portions qui vont avantager plus Peterse. Bah, notamment le passage de planche à la fin de la course, où Puck Peters peut passer, et après ça va être compliqué après d'aller la rechercher avant une d'arrivée, quoi. Oui, parce que les planches arrivent assez tard dans le circuit, hein, sont Elles arrivent tard, et plutôt puis sur la fin. Elles arrivent tard et elles sont en montée. Et autant Fab Van Empel arrive à passer un peu des planches, elle les passera jamais dans une pente ascendante. Donc, du coup, si on fait le bilan pour ce week-end, samedi, puisque la course Elite Dame sera samedi, bon, déjà,
Il y a peu de chances qu'on échappe à un duel Peters-Van Empel. Bah oui. Alors, si c'est tout sec, peut-être que Persico peut réussir à s'accrocher dans les roues et faire quelque chose, je sais pas. Mais effectivement, on a du mal à voir quelqu'un qui viendrait rivaliser avec les deux autres. Et du coup, entre Van Empel et Pieterse, vers qui se porterait votre choix, Johan, justement, pour commencer? Bah, moi, Femme Van Empel, parce que je trouve quand même qu'il y a une petite différence, un petit gap, et qu'à mon avis, il y aura toujours ce gap pour le mondial. Surtout que Femme Van Empel gère bien la pression et enfin, les attentes, tout ça. Donc, moi, plutôt Femme Van Empel. Donc plutôt par la domination sur l'ensemble de la saison qui devrait se continuer sur ce week-end pour toi. Geoffrey, de ton côté? Par rapport au terrain, moi j'aurais plutôt tendance à dire Pat Peterse. Donc justement par rapport à ce que tu disais, avec notamment les planches sur la fin qui vont l'avantager, la partie technique de ce circuit qui devrait aussi être à son avantage, c'est ça? Je pense que c'est les endroits qui peuvent lui permettre de gagner du temps, alors que sur le reste, il aura de quoi limiter la casse face à Van Empel. Bon, donc du coup, vous attendez quand même à une course serrée. Il y a visiblement, du coup, on n'aura pas une des deux qui s'en ira toute seule au bout de 2 tours, hein. Si on Bah, il y a aura- qui part tôt et qui entraîne un moment de temporisation, quoi que ce soit derrière, c'est parce que c'est une des autres néerlandaises qui part et que derrière, les autres nations vont regarder Peterse et Van Empel en leur disant bah, allez-y, quoi, si vous êtes championne du monde, les filles. Ah bah ça peut être la Typiquement, stratégie Enfin, pour... je sais pas une Céline qui Alvarado. elles vont regarder qui parce que que c'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre d'une autre nation avec elle, quoi. C'est- Évoqué Persico. Ouais, c'est Oui. vrai qu'en fait, les... Potentiellement, elles sont quand même néerlandaises, hein, donc attends, il se partir une, du coup. c'est vrai que ouais, Ça va peut-être ressembler un peu à un championnat des Pays-Bas encore, ça. les quelques noms de compétitrices que j'avais face à elle, il y en a plus quelques-unes qui seront plus dans la catégorie espoir. Bah oui, parce que C'est Schreiber, pour elle sera en espoir, Backstead, elle sera en espoir, c'est Burkel pas sera un en espoir. succès pour Catablancawas. Magali Rochette est très discrète. Les Françaises, on peut espérer qu'Hélène Clausen va faire top 10, mais compliqué de l'imaginer très très haut dans le classement. Clara Singer, si ça fait plus de 100 mètres, c'est clair. Sinon, c'est les autres néerlandaises. Donc, ouais. Donc vous attendez à un podium 100% néerlandais. Je m'attends à un top Euh. 5 100% néerlandais. Ah, carrément. Et Johan, je pense que tu as envie de placer Sylvia Persico, j'ai l'impression. Bah, si. Bah, de toute façon, on l'a vu à Benidorm, elle était quand même très forte. On l'a vu à Val d'Isole, elle était très forte. Plus c'est roulant, plus ça va l'avantager. Donc, et pour moi, s'il y a pas. Enfin, elle était malade la semaine dernière, donc on verra. Mais si elle est en pleine possession de ses moyens, je vois pas de raison qu'elle soit pas dans le top 5. On verra ça donc sur la course élite dame qui est samedi à 15h. Les hommes, ce sera le lendemain. Faut pas se tromper de jour cette fois-ci. C'est pas comme sur les manches de Coupe du Monde, sur Père Prestige ou quoi. C'est les femmes élites le samedi et les hommes élites le dimanche. Et avant de finir, on reste chez les femmes et les ambitions, les chances françaises. Déjà donc chez les élites, on aura les sœurs Clausel qui seront les seules au départ côté tricolore. Ça sera objectif top 10 pour vous du coup? Pour elle, Bon, tout le monde elle peut s'amuser à viser le top 5 hein, si elle veut, dans l'absolu. Mais je suis pas sûr si elle y arrivera. Mais... Bah, tant On qu'à aura faire, oui, quelques pourquoi é- pas. Oui, voilà. Elle a déjà fait des top 7 en Coupe du Monde, dans l'absolu. On va essayer de faire un bon truc. Elle a quand même une très bonne jambe sur les dernières courses, donc autant Top voir, quoi. top 5, ça me paraît malheureusement pas jouable, mais clairement, s'il n'y a pas de pépin physique ou autre, elle sera dans le top 10, Hélène Clausen. Et pour le coup, là aussi, un peu comme pour les hommes, on aura plus de chances dans les catégories de jeunes. Et là, ça sera surtout côté espoir avec notamment Lynn Burquier, qui s'est bien battue sur les courses élites et qui d'ailleurs, on va quand même le signaler, Lynn Burquier en novembre, elle avait fini vice-championne d'Europe espoir devant Shirin Volendroy. Après, c'est pas le même parcours. Oui, mais faut Il y a quand un même le petit peu préciser. plus de dénivelé. Il y a un petit peu plus de dénivelé à Namur. Donc, Oui, et Lynn Burquier qui est aussi avantagée par son côté VTT sur ce parcours qui était... bah, de toute façon, on le voyait c'était quoi, à Benidorm aussi. Il y avait une partie remontée sur la route assez roulante où elle reprenait du temps à absolument tout le monde. C'est assez marrant. Là, c'est plus compliqué sur Auguerec quand même à ce niveau-là, quoi.
Mais donc, il y a moyen d'aller chercher une médaille, et puis on a aussi... c'est pas la seule à pouvoir aller chercher une médaille du côté des espoirs françaises. Ouais, Presque, quand même. Hein, il y en a que Il 3 faut des que c'est médailles compliqué quand distribuées. même. Il n'y a que 3 médailles distribuées. Et à partir du moment où il y a déjà Shirin Ronan-Roy qui est grande favorite pour le titre, Zoé Blackstedt, ça serait surprenant sur ce terrain de ne pas l'avoir sur le podium. Quand tu sais que derrière, il reste encore des filles comme Marie Schreiber, qui aurait été aussi candidate à un top 10 dans la course élite. Ça limite les places pour les Françaises. On aura de quoi être bien présente dans le top 10, mais sur le podium, à part Lynn Burquier, ça me paraît compliqué. Bon, en tout cas, médaille possible, donc. Médaille possible. Puis chez les juniors aussi, hein, du coup, avec Célia Géry. Hein. Tu espères une médaille ou un titre, hein? Alors, le titre, c'est compliqué parce qu'il y en a une qui a écrasé la saison, qui a écrasé absolument toutes les courses, Leonie Benvelt. Mais non, pas Leonie Benvelt, je raconte. Leonie Benvelt, c'est l'espoir, c'est Lauren Oui, Molen-Graf. non, c'est l'autre. Oui. Lauren Molen-Graf. Mais sur les dernières courses, ça arrivait assez serré. À chaque fois, Célia Géry, elle finissait 4e parce que sur le finish, elle était un peu juste. Donc, dans l'absolu, si ça se renverse, ça peut se renverser dans l'autre sens aussi. Donc, le titre, je pense que c'est possible. Le podium, c'est largement possible. Honnêtement, c'est pas si loin des mêmes chances que Burquier sur la course espoir, je pense. Hein. Voilà, pour donner les résultats, juste pour compléter, hein, du côté des juniors dames, en effet, Lauren Molen-Graf, qui a écrasé la Coupe du Monde, hein, elle a participé à 4 des manches à Zappé Besançon, et elle a gagné les 4. Et Célia Géry qui est 4e du classement général, juste derrière les sœurs canadiennes Holmgren. Voilà. Donc objectif médaille là aussi, donc avec le titre peut-être compliqué en prenant en compte donc Lauren Molen-Graf, mais l'argent, le bronze, c'est tout à fait possible donc pour Célia Géry, ça fait donc un bel objectif à attendre, à espérer. En tout cas, donc disons que sur le bilan d'ensemble côté tricolore, on a de quoi ressortir avec plusieurs médailles au terme de ce week-end. Il y a de quoi ressortir avec des titres, avec plusieurs médailles, même plusieurs titres si vraiment, ça joue extrêmement bien. Donc honnêtement, il y a de quoi s'amuser pour les Français tous les jours sur quasiment toutes les courses. Et puis on n'oubliera pas aussi, on a les mondiaux qui vont s'ouvrir ce vendredi avec la course en relais qui était une innovation qui était apparue l'année dernière. Et là, étonnamment, aux Pays-Bas, c'est plus facile d'avoir plusieurs équipes. Mais donc la course qui aura lieu ce vendredi à 12h30, donc selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, la course aura peut-être eu lieu. En tout cas, on espère là aussi une victoire, pourquoi pas, oui, une victoire française. Et il y a là aussi des chances d'aller chercher une médaille. On verra bien ça. Donc voilà, pour finir, je vais juste vous faire un petit récapitulatif du programme de ces mondiaux qui seront diffusés sur Eurosport et le site L'Équipe, comme ça vous avez toutes les infos. Samedi, on aura donc à 11h la course femmes junior, à 13h la course espoir homme et à 15h la course élite dame. Et dimanche, à 11h la course junior homme, à 13h la course espoir dame et à 15h la course élite homme. Voilà pour ce programme. Bien avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast Chasse-Patate spécial cyclocross. Merci Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour apporter votre éclairage cyclocross. Et puis donc on se retrouvera très bientôt évidemment pour la suite de la saison Chasse-Patate avec la saison sur route qui a commencé, on a pu le voir, et puis déjà les premières victoires françaises en World Tour avec Brian Cocard qui avait levé les bras sur une étape du Tour Down Under. Et aussi nous avons sorti le guide de la saison sur route côté masculin, un PDF de 82 pages qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur le forum. On vous mettra le lien également bien sûr. Donc n'hésitez pas à le télécharger avec toutes les informations sur les équipes, le calendrier, les enjeux de la saison. C'est gratuit, c'est dispo, c'est cadeau. Donc en tout cas, en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ça ne change pas, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.